Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Hey Mathieu, lundi, Biden a dit là, il faut un sommet à tout prix pour savoir ce qu'on fait avec le Moyen-Orient. Donc, il a appelé la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, pas le Canada. Pas ouais, le mais Canada. c'est Ça en dit long, ça. Ben, ça nous rappelle une chose toute simple, c'est-à-dire que le Canada n'est pas une puissance internationale. Le Canada est une puissance au moment où ça, en fait, quand ça va bien, c'est une puissance par temps calme, c'est une puissance par jour ensoleillé. Sunny ways, my friend, sunny ways, là. Donc, le Canada, c'est le pays qui nous explique depuis 50 ans qu'il est le laboratoire du monde d'après. Le laboratoire où toutes les cultures peuvent cohabiter sans jamais s'entrechoquer. Le laboratoire qui se dérobe à la politique, au conflit, à la puissance. D'ailleurs, les affaires étrangères au Canada, c'est affaires mondiales Canada. Comme si on venait d'abolir la diversité profonde du monde, puis nous, le Canada, se projetait dans le monde sans la médiation des nations, des États, des civilisations. Et là, ben, il y a une réalité qui implique le pouvoir militaire, la puissance militaire. Il y a une crise qui implique une capacité d'influence. Et pas seulement une capacité d'influence morale, du genre, sachez que nous, le Canada, nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous faites. S'il vous plaît, Hamas, arrêtez! Bon, ça marche pas comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Ben, le Canada, il est simplement laissé de côté. Ce qui n'est pas en soi dramatique, je peux me permettre, parce que le Canada n'a jamais été une vraie grande puissance. Ça n'a jamais été. Il cherchait à compenser son absence de puissance réelle par une puissance morale. Il se présentait comme une superpuissance morale. Une superpuissance morale, c'est bon par beau temps. Et là, on est dans des jours où ce ne sont pas des journées de beau temps. Et écoute, on a l'impression que les États-Unis considèrent, tu sais, eux autres sont Rambo, puis nous, on est le gendarme de Louis de Funès, là. Oui, tu peux dire ça comme ça, ou on est ding et dong, ce serait plus exact, je pense. C'est-à-dire, on est, non, mais ils sont Rambo, puis il y a tous les méchants sont là. Enfin, pas les méchants, mais je veux dire, les forts. Et le Canada n'a pas les moyens, mais qu'est-ce que ça voudrait dire être capable de peser? Ça voudrait dire avoir un budget militaire conséquent. Donc, investir dans des avions, investir dans des navires, investir dans l'infanterie, investir dans l'armée de terre, être capable de peser, d'avoir une force d'intervention tactique suffisamment efficace pour être déployé rapidement avec un matériel capable justement d'être de porter pas seulement les missions humanitaires. Mais on n'a rien de tout ça. Bon, à un moment donné, il y a un prix à payer à se comporter comme un junior. Et tu trouves que nos politiciens sont pas à la hauteur de la situation? Ben, c'est juste que, en fait, on peut croire que c'était inévitable. La plupart des hommes politiques en Occident aujourd'hui, surtout les jeunes, ont été formés dans la psychologie de la mondialisation heureuse. C'était le commerce et le droit allaient réguler le monde, le politique, le tragique, la violence, le choc des civilisations. C'était plus pour nous, ça appartenait à la préhistoire de l'humanité. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ben non, les choses économiques, les choses humaines, dis-je, ne sont pas que socio-économiques. Il y a des déterminants civilisationnels, religieux, nationaux, ethniques, qui jouent dans l'ordre du monde. Et nos dirigeants n'ont juste pas la culture qu'il faut pour apercevoir ces déterminants. Donc, on a droit quelquefois des réactions qui sont presque sur le mode de la chanson de John Lennon, hein. Est-ce qu'on pourrait simplement imagine et puis give peace a chance? Ben non, c'est pas le même, ça marche. C'est-à-dire, la paix, généralement, ce n'est pas la réconciliation des âmes, c'est une suspension d'un conflit pour être capable d'établir un rapport de force où chacun parvient justement à traverser une période de paix. Mais on voit pas les choses comme ça. Ensuite, une autre chose qui me frappe, c'est qu'il y a eu à chaque époque des hommes ou des femmes qui annonçaient ce qui allait arriver. Churchill, avant la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde le prend pour un fou belliciste, se noyant dans son whisky. Une éponge à whisky, hein. Puis De Gaulle, qui explique que les techniques militaires héritées de la Première Guerre ne sont pas les bonnes, il faut développer il faut développer les chars, il faut développer ce qu'on pourrait appeler la cavalerie mobile, les blindés, pour être capable de tenir compte de l'époque nouvelle. On trouve qu'il est encore, puis il faut avoir une guerre de mouvement, on trouve qu'il cadre pas avec la réalité. Et qu'est-ce qui arrive? Ben, en fait, ceux qui annoncent le désastre sont rarement écoutés. Il faut que le désastre arrive pour qu'on se tourne finalement vers eux. Or, on a eu dans le monde occidental des gens qui, depuis 30 ans, 40 ans, ont dit un instant, le choc des civilisations s'en vient. Un instant, et là, on voit il va y avoir des tensions, puis on importe chez nous les conditions de ce choc des civilisations. Certains l'ont vu, certains se réveillent. Hein. Henry Kissinger, hier, parlant de la situation en Allemagne, parce qu'il y a des manifestations assez inquiétantes, Henry Kissinger dit, l'immigration massive qu'on a eue depuis 30 ou 40 ans, on a créé les conditions pour reproduire chez nous des conflits interethniques, intercommunautaires, on a importé des conflits chez nous.
Mais la plupart de nos dirigeants sont encore globalement, comme je dis, des variantes de Justin Trudeau, hein, qui ne sont pas à la hauteur des événements, ils n'ont pas le sens du tragique et ainsi de suite. Est-ce que le tragique des années présentes va faire émerger une nouvelle génération de dirigeants? C'est pas impossible, mais pour l'instant, alors que le monde se réchauffe et explose, en Occident, on est là sur le mode, tu sais, c'est le sexe des anges. Hein, le monde explose et en Occident, on se demande est-ce qu'un homme et la femme existent encore. On pourrait dire qu'il y a quelque chose là-dedans qui fait penser à la chute de Byzance. Il y a des gens qui croient que le monde, c'est un pré bucolique, un peu comme les Teletubbies, avec un gros soleil et des fleurs et tout ça. Puis il y en a d'autres qui disent non, c'est une jungle avec des prédateurs. Tu sais, c'est pas Kumbaya, c'est pas Hakuna Matata, là, le monde. Oui, puis c'est pas deux versions de la vie. C'est un a raison et l'autre a tort. C'est-à-dire, le club des Hakuna Matata ne vivent pas dans la réalité. La réalité des choses à l'échelle de l'histoire, c'est le conflit. Et si, bon, il y a cette fameuse formule, civis pacem parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Non. Donc, si tu veux la liberté, en fait, on pourrait même aller chez Julien Freund. Julien Freund, philosophe remarquable, deuxième moitié du 20e, qui nous dit c'est l'ennemi qui nous désigne. On a beau être en paix, on va être en paix. Moi, je veux faire la paix avec tout le monde. Mais si quelqu'un me dit, t'es mon ennemi, eh bien, tu deviens mon ennemi. Et ça, c'est une scène, je pense qu'on en a déjà parlé, la scène est marquante. Il fait sa soutenance de thèse de doctorat. Puis il explique cette thèse-là. Puis là, un de ses examinateurs dit, mais c'est une thèse pessimiste et tragique que moi, je veux me dérober à l'ennemi. Et ce que je veux faire, c'est que si je préfère me retirer dans mon jardin plutôt que d'accepter ce conflit-là. Puis Julien Freund me dit, vous avez mal compris, cher ami. Si l'ennemi vous le veut bien, il va aller vous chercher dans votre jardin. Mais ça, on l'a vu au Bataclan. Ça, on l'a vu dans le désert près de Gaza, où ceux qui faisaient une rêve partie, qui croyaient probablement, je le suppose, à la paix universelle, ont subi le pire des carnages et c'est atroce. Eh bien, on a oublié que l'ennemi pouvait nous désigner et on découvre aujourd'hui qu'on a des ennemis et on leur dit non, on pourrait s'entendre. Puis ils disent non. Et nous, on a des armes et vous n'êtes pas prêts à vous servir de celles que vous avez. Ça frappe fort. Il faut rappeler que le Hamas ne veut pas négocier une paix avec Israël. Non, il veut détruire Israël. C'est pas la même chose. Mais c'est ça qui est tragique. Parce que moi, à la cause du peuple palestinien, sur le mode, les Palestiniens veulent leur propre État, j'y suis profondément sympathique. Il est normal que les Palestiniens aient leur propre État. À l'origine, en 48, quand on crée Israël, c'est un plan de partage de la Palestine pour que les deux peuples aient leur État. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça aboutit, un seul des deux a réussi à avoir le sien. Donc, il faut trouver une solution, puis c'est une solution complexe pour être capable de trouver, c'est pas à court terme, hein, pour permettre aux Palestiniens d'avoir leur État. Mais ça implique que les deux reconnaissent leur légitimité mutuelle. Palestiniens qui acceptent les Israéliens acceptent les Palestiniens. Mais là, le Hamas, non, nous, ce qu'on veut, c'est vous détruire, vous anéantir et vous génocider. Ben, il n'y a pas moyen de faire la paix avec ces gens-là. Il n'y a pas moyen de trouver un terrain d'entente avec ces gens-là. Mais ils sont crampés, la masse, parce que les relations avec les pays arabes étaient en train de se normaliser. L'Égypte avait normalisé ses relations. Là, c'était l'Arabie saoudite qui était en train de normaliser ses relations. Et là, ça ne faisait pas l'affaire du Hamas. Et là, ça devenait trop paisible dans le coin. Fait que le Hamas a décidé de foutre le bordel. C'est ça qu'ils veulent. Oui, mais c'est réussi. C'est réussi parce que le Hamas vient de dire soudainement, désolé, parce que les gouvernements arabes sont tenus par la rue arabe. Et si les gouvernements arabes étaient prêts à trouver des accords diplomatiques de normalisation de la situation d'Israël, la rue arabe demeure profondément emportée par la cause palestinienne, version la plus radicale. Qu'est-ce qu'on voit? Ben, c'est que tous les progrès faits pour normaliser la situation d'Israël dans ce coin du monde viennent, pour un temps tout le moins, au mieux de se congeler, au pire de régresser, de s'émietter. Mais encore une fois, c'est le point de départ de tout cela. Si on s'interdit d'avoir une lecture claire des rapports de force, si on continue, nous, d'être dans le monde Kumbaya, si on se dit qu'il suffirait de s'entendre, je sais pas qui j'ai vu passer il y a quelques jours qui disait, qui faisait tourner sur Twitter la chanson de Raymond Lévesque, Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Bon, une chanson qui est belle, certes, mais une chanson niaise surtout. Une chanson niaise. Parce que ça n'arrivera jamais un monde délivré du conflit. Tant qu'on va être sur Terre, il va y avoir deux personnes pour se taper dessus. Et puis le travail du politique, de la culture, c'est de faire en sorte qu'ils se tapent pas dessus sans pour autant abolir la possibilité qu'ils se tapent dessus. Parce que ça, c'est dans la nature humaine. Mais on n'a pas voulu entendre quelque chose qui ressemblait à ça depuis longtemps. Et bien, on en paie le prix aujourd'hui. Et je trouve ça tragique. Je le redis. Si on regarde cette situation-là, il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas de gagnant. Oui, le Hamas est gagnant. Mais il n'y a pas de gagnant. Les Palestiniens sont perdants. Les Israéliens sont perdants. Les Occidentaux ont l'air de niais. Et à travers ça, le monde multipolaire conflictuel émerge et on continue de pas le comprendre. Tout est bien dit. On se reparle demain. Bonne journée. Bye bye.